Bonjour et bienvenue dans En Intervalle, le podcast qui s'arrête sur l'animation sous toutes ses formes, élaboré par l'association Les Contrebandiers de Moonfleet. Je suis Simon Eyus et pour m'accompagner pour ce numéro inaugural, nous accueillons Alexandre Caoudal, Bonjour. Simon Legloan Bonjour. et Agathe Preslin. Bonjour. Pour ce premier numéro, nous avons décidé de nous plonger en Angleterre, dans la cruauté du monde animal, avec La Folle Escapade, ou Watership Down dans sa version originale. C'est un film qui date de 1979, et on abordera aussi The Plague Dogs, qui date de 1982, qui sont tous deux des films qui sont basés sur des livres de Richard Adams, un écrivain lui aussi anglais, qui sont adaptés par un Américain, pour le coup, qui s'appelle Martin Rosen. La Folle Escapade, le plus connu des deux, raconte le périple de lapins en fuite, tandis que The Plague Dogs, qui est sorti très tardivement en France, narre l'échappée de chiens sujets d'expériences scientifiques. Deux films assez noirs, malgré le fait que ce soit de l'animation. Évidemment, l'animation, ce n'est pas que pour les enfants. Est-ce que votre sentiment face à eux est, à l'inverse, plus lumineux que ces films très sombres? Disons que effectivement, The Plague Dogs est quand même un film assez austère que Martin Rosen lui-même tenait pour être assez déprimant, enfin quand il le présentait. Tandis que je trouve Watership Down plus, disons, plus optimiste. C'est quand même une espèce d'épopée, il y a une dimension donc d'escapade, quoi, de diaspora, j'irais jusqu'à dire, enfin de fondation de Rome, enfin, on pourrait y revenir à la dimension assez mythologique comme ça qui se retrouve dans le film, mais il me semble un peu moins déprimant, oui, en tout cas. Moi, du coup, pour contrebalancer, moi, c'est vraiment deux films qui me semblent extrêmement durs, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. Je pense que c'est pas mal dû à l'esthétisme et je pense qu'on y reviendra de manière plus posée dans la discussion. Mais moi, c'est des films que j'avais vus assez longtemps et quand je les ai revus pour cette émission-là, c'est toujours le même sentiment, en fait, de quelque chose d'extrêmement déprimant et aussi de quelque chose dont les personnages vont jamais se sortir. Qu'en fait, tous les personnages, que ce soit ceux de Watership Down ou que ce soit ceux de The Plague Dog, qu'en fait ils sont propulsés malgré eux dans un monde qui ne veut absolument pas d'eux, qu'il n'y a rien pour les aider. Et en fait, pour finir pour un avis général, moi ça m'a vraiment fait penser à certains chocs que j'ai vus quand j'étais enfant. Et pas tellement pour dire que l'animation c'est pour les enfants, mais vraiment pour revenir à des impressions très primitives de quand on n'a pas de distance avec les images, et de notamment quand je regardais les films de Don Bluth. Et moi ça m'a vraiment fait le même sentiment que Brisby et Le Secret de Nîmes. Et en fait, on pourra encore une fois y revenir. Moi je pense qu'il y a pas mal de similitudes, même si on n'est pas du tout sur les mêmes régimes d'animation. Et en gros, il y a vraiment cette idée qu'il n'y a rien pour aider les personnages, qu'il y a une quête impossible à faire, et surtout que le monde est absolument inquiétant. Et ça, je pense qu'on peut le ressentir à n'importe quel moment. Donc, moi, je trouve que c'est des films relativement similaires, même si c'est un peu réducteur de dire ça. De mon côté, c'était. En fait, j'ai découvert les films donc juste avant là, l'enregistrement du podcast. Et c'était. Alors, j'ai beaucoup aimé les deux films. Globalement, c'était vraiment des belles découvertes. Et je suis assez d'accord pour dire que dans les deux films, au niveau que ce soit de l'animation, du dessin ou même de l'atmosphère, il y a quelque chose de vraiment très très sombre et de très inquiétant. Par contre, je suis assez d'accord avec Alexandre sur le fait que, bah, pour moi, il y a une vraie distance entre les deux, plutôt au niveau scénaristique du coup. Avec The Plague Dogs, qui est vraiment mon préféré des deux. J'ai vraiment beaucoup aimé The Plague Dogs, qui est vraiment en fait très très sombre d'un bout à l'autre. Et justement, je retrouve vraiment ce dont tu parlais, Agathe, cette idée d'avoir des personnages qui sont dans un monde où il n'y a aucune place pour eux. C'est-à-dire où vraiment il y a rien pour les accueillir. En fait, on a vraiment l'impression que c'est des chiens dans un monde d'humains en fait. Et où ils cherchent une place qu'ils ne vont jamais trouver. Et pour le coup, Watership Down, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez différent. Pas tant dans l'atmosphère que je trouve aussi très très inquiétante et super réussie de ce point de vue-là, mais par contre assez rapidement je trouve dans le film, alors qu'au départ j'étais vraiment très angoissé devant le film, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très inquiétant aussi à l'idée de voir ces lapins, qui est quand même un animal super fragile, essayer de se débrouiller comme ça dans un monde où ils savent pas trop où ils vont. Mais en fait vers la fin du film je trouve qu'on retombe un petit peu dans un scénario beaucoup plus proche du conte et du film pour enfants, avec donc, ce nouveau lieu qui va être conquis, cette opposition vraiment, on va dire un peu caricatural sur les bords entre les gentils et les méchants, le fait qu'il y ait un combat final, une victoire, etc. etc. Mais sinon, oui, il y a quand même quelque chose de très lourd qui pèse autour de ces deux films-là, quoi. Même si, pour moi, ils le font de manière très différente, et que Watership Down, pour moi, va plus dans différentes directions à la fois, en fait, au niveau de ce qu'il fait passer. Tout à fait. D'ailleurs, le fait que tu parles de films pour enfants est pas anodin parce que Watership Down, La Folle Escapade, a été un énorme succès en Angleterre puisque le film a réunissait quand même des voix assez connues, et cetera, et c'est quand même connu comme étant un film ayant traumatisé une génération des générations plutôt, des générations de bambins qui ont découvert ça peut-être un peu trop jeunes, alors que dans le film, certes, ça raconte, l'histoire assez aventureuse, de lapins, et c'est un film qui a été adapté en de nombreuses séries. C'est des séries qui sont un peu
plus joyeuses, en termes de graphisme. Elles sont moins sombres, elles sont moins réalistes. Parce que le film, de son côté, en fait, on voit des lapins qui se font asphyxier, qui se font brutaliser et cetera, de manière très graphique et effectivement, on s'attendrait pas à ce que ce genre de film ait un succès auprès d'un public d'enfants, mais visiblement ça a été vu comme un film un peu familial et donc du coup, il a eu un succès en Angleterre, ce qui n'a pas du tout été le cas de The Plague Dogs, qui a été un énorme échec en Angleterre. Ce qui a un peu scellé la carrière de réalisateur de Martin Rosen, qui est à la base un producteur, qui n'est pas du tout un réalisateur. Et c'est aussi ce que je trouve de manière assez intéressante, quelque chose qui ajoute un cachet à ces films-là, parce que je sais pas si vous êtes d'accord, mais quelque chose que je trouve intéressant dans ces films, c'est qu'il y a une vision très réaliste et très violente de ce que doit être l'animation ou de ce que peut être l'animation. Ça pourrait réduire le champ des possibles. Je pense qu'on a quand même l'exemple de films qui utilisent la rotoscopie de manière un peu facile, ou dans tous les cas, je pense qu'on pourrait voir ça comme une facilité, c'est-à-dire que l'animation, ça va être qu'un moyen de reproduire de manière différente le réel, mais je trouve que c'est pas vraiment le cas ici. Et je trouve que c'est même un diptyque intéressant parce que la folle escapade est beaucoup plus haché en termes de scénario, mais il est beaucoup plus plastiquement inventif et cauchemardesque. Cette maîtrise un peu imparfaite, en fait, elle va se contraster avec un scénario vraiment très bien construit qui file très droit de The Plague Dogs, qui est plus terre à terre, mais je trouve un peu moins surprenant en termes de graphisme, puisque j'ai l'impression qu'il y a une forme de maîtrise en termes de dessin des personnages et de dessin des animaux, avec des formes pleines qui sont assez fluides. Watership Down est fluide aussi, mais il y a quand même une maîtrise en fait des formes qui est plus affirmée que dans La Folle Escapade, et pourtant je trouve que La Folle Escapade est plus étonnant. Qu'est-ce que vous en pensez du coup? Quel est votre sentiment sur la question? Non, je trouve ça très intéressant ce que tu dis, notamment au niveau de la folle escapade. Ça, c'est quelque chose dont on avait déjà parlé un peu entre nous, mais c'est vrai que c'est très frappant. C'est que, alors je crois que on pourra peut-être approfondir sur le contexte, mais je crois qu'il y a pas mal d'animateurs de la folle escapade qui sont notamment qui viennent de la publicité. Et en fait, je sais pas dans quelle mesure c'est grossier ce que je vais dire, mais quelque part, il y a, comment dire, il y a un souci des poses principales que vont prendre les lapins, mais par contre, il y a comme une absence de conscience des intervalles. Et en fait, ça donne le mouvement complètement invraisemblable. Et en fait, on est très loin, je pense, de gens qui vont par exemple observer des lapins pendant longtemps, ce qui pourrait être une possibilité d'aborder le travail, ou alors qui vont cartooniser ce mouvement-là. En fait, ils vont plus s'attacher à une idée très simple et très efficace du lapin, qui est qu'un lapin, ça saute, si bien qu'en fait, autant la pose du départ du saut et la pose de l'atterrissage du saut sont tout à fait efficaces, autant ce qui se passe entre, mais en fait les types ils y sont pas du tout, enfin je sais pas comment dire, parce que vraiment quand on voit le film on a l'impression que les lapins sautent vraiment n'importe comment, les pattes se barrent un peu en cacahuète dans le temps du saut, et en fait moi ça m'intéresse vachement parce qu'il y a à la fois cette espèce de maladresse, en même temps Watership Down c'est un film qui utilise pas mal d'images par seconde, Martin Rosen il parle de 15 à 16 images par seconde au lieu de 12 images par seconde, donc quelque part cette maladresse elle est comme contrebalancée par une espèce de fluidité, enfin plutôt de flux actif des images qui va réussir un peu à rattraper ça. Et moi par ailleurs c'est pas quelque chose qui me dérange, hein. J'aime quand même le film malgré cette maladresse-là. Et en fait aussi, ce qui est assez intéressant avec Watership Down, c'est qu'au-delà des lapins, il y a quand même les décors et une profusion absolue des techniques dans les décors. Et je sais pas, il y a un contraste vraiment invraisemblable entre les sujets en mouvement et entre ce qui se passe derrière eux en termes d'aplat et de dessin. Peut-être que vous avez déjà des choses à se dire à ce niveau-là. Je tenais un peu à revenir sur ce que tu disais sur, le nombre d'images par seconde, puisque c'est quelque chose qui est pas forcément connu de tout le monde. C'est-à-dire que en animation, généralement, les images, c'est du 12 images par seconde. Même chez Disney, en fait, on atteint rarement les 24 images par seconde. Il y a quelques fous qui font de l'animation en 24 images par seconde, notamment un animateur qui s'appelle Richard Williams, qui est récemment décédé. Mais c'est des exemples très marginaux et donc du coup, ce que tu dis sur, une volonté réaliste de l'animation, qui passe donc du coup par peut-être un traitement assez étrange des images intervalles, c'est-à-dire ce qui se passe entre les mouvements principaux, c'est-à-dire des pauses qu'on voit de manière assez franche, etc. C'est quelque chose qui se ressent et en même temps, il y a quand même un côté un peu lapin là-dedans, tu vois? C'est-à-dire Mmh. que on imagine vraiment les lapins, comme tu le dis, très erratiques et un peu fous, etc., qui virent leur tête très rapidement, en fait, sans qu'on s'y attende. Il y a des choses qu'on trouve aussi là-dedans dans The Black Dogs, notamment les moments où, par exemple, tu as un personnage un chien qui va pisser sur un arbre, puis ensuite qui va revenir, qui va boucher la tête, qui va se gratter l'oreille, etc. Donc des mouvements qui vont se faire en même temps qu'ils ont un dialogue assez posé, puisque les acteurs, ils incarnent pas le chien quand ils jouent,
Ils sont des acteurs en fait qui jouent comme s'ils joueraient n'importe quoi d'autre. C'est vrai que en termes de graphisme et de manière d'envisager le graphisme, en fait, il y a quelque chose d'assez singulier, peut-être qui vient aussi du fait que l'équipe derrière le film envisage pas ça juste comme un film d'animation, mais aussi comme un film réaliste, sérieux. Et il y a une espèce d'esprit de sérieux dans ces films-là qui va se voir par des choix esthétiques. Et je voulais juste revenir sur le côté un peu imprévisible, justement de ce film dont tu parlais Simon et puis, alors je suis totalement d'accord déjà sur le côté un peu erratique de l'animation, dont on sait pas trop à quel point il est volontaire, à quel point il est accidentel au niveau de la gestion des intervalles, mais qui du coup donne un côté animal, enfin en tout cas donne un côté éloigné de nous, ce qu'on pourrait attendre, et donc bah forcément éloigne un peu ces animaux de l'humanité, ce qui marche plutôt bien par rapport à ce que le film veut amener, mais aussi par rapport au côté imprévisible du film, je trouve qu'il y a peut-être deux choses en plus en parlant peut-être du film de manière plus globale. Il y a déjà, bah, je pense, le contexte de production sur lequel on reviendra par la suite, d'un film qui a quand même eu plusieurs directions différentes au moment de sa création, ce qui peut peut-être se ressentir dans le film final, mais il y a aussi l'idée que peut-être c'est aussi dû au matériau de base, qui est quand même un livre assez conséquent en termes de contenu, donc il y a eu beaucoup de coupes, et forcément, donc le film il est assez morcelé, il est assez découpé, et en fait, pendant tout un moment dans le film, on ne sait pas vraiment où ça va, on n'a pas forcément l'impression de tout à fait suivre ce qui se passe, et je trouve que ça contribue beaucoup, encore une fois volontairement ou non, à l'aspect un peu inquiétant, et bah, alors c'est imprévisible, mais c'est aussi, voilà, on ne sait pas à quoi s'attendre, et on partage peut-être un peu cette condition de ces lapins qui savent pas trop où ils vont, bah nous on sait pas trop non plus où le film va et où il nous emmène en fait. Donc je trouve que ça marche assez bien de ce côté-là, que ce soit en termes d'animation ou même de structure du film. Je suis assez d'accord, oui, on sent vraiment cette urgence-là que les lapins ont de retrouver un espace pour pouvoir se poser, redévelopper une société et se mettre à vivre tranquillement. Euh, et d'autant qu'il y a quand même, je trouve, certains éléments comme ça, voire certains personnages qui sont assez stylisés, qui donnent l'impression d'être moins réalistes que d'autres, mais je pense que ça sert aussi la mise en animation, plus, si on peut pas dire mise en scène, disons, mais je pense notamment au personnage de la mouette, qui a parfois des animations qui tiennent presque du cartoon dans sa manière de poser ses pattes, d'atterrir de façon assez maladroite dans les touffes d'herbe ou ce genre de choses, et d'autant que c'est un peu rehaussé par le doublage, elle a un accent très très fort. Ouais, ouais. Et Et je qui pense, rappelle vachement un personnage de Brisby d'ailleurs Oui, aussi. complètement. oui, tout à fait. En vrai, il y aura moyen Ouais. de faire d'autres comparaisons, je pense, avec Brisby. Et je pensais aussi à un autre personnage, donc c'est les lapins dans le premier terrier dans lequel ils se retrouvent, le terrier de Cow Sleep, si je dis pas de bêtises, qui a une attitude. Il est quasiment animé comme un humain en fait. Il pose ses mains comme s'il était un majordome, il recoiffe son oreille derrière sa tête. Et, et c'est à peu près ce que Richard Adams d'ailleurs décrit dans le livre, c'est que ce sont des lapins qui, du fait qu'ils sont trop proches des humains, en ont adopté certains comportements. Mais c'est très dur à rendre, je pense, en animation. D'ailleurs, il s'agit plus d'impressions décrites dans le livre. Et tu retrouves ces éléments de stylisation, plus, je trouve, dans Watership Down que dans The Plague Dogs, qui a vraiment un côté plus terre-à-terre, disons, d'une certaine manière. Et on pourrait revenir d'ailleurs par rapport à ça, je pense, dans le style dans Watership Down, aux variations assez nettes qu'il y a avec certaines scènes qui ont manifestement été dirigées par John Hubley. Ouais. Je pense à Mm. l'introduction, je pense à la scène de la destruction du terrier, enfin du génocide de lapins en fait. Ce que tu dis est intéressant quand tu parles d'une sorte d'anthropoformisation Si, si. des lapins qui finalement trahit aussi un héritage plus disnéen que voudrait le faire croire le réalisateur, puisque le réalisateur du film considère le film comme étant d'une velléité plus réaliste, qu'il veut essayer de s'écarter des lapins Disney, des animaux Disney. Et donc du coup c'est marrant parce qu'à l'époque Disney faisait beaucoup de films avec des animaux, donc c'est peut-être pas si incohérent en fait comme Mm. discours. Et en même temps il y a quand même une idée de les lapins, les animaux, etc. En fait, finalement, c'est un peu des humains, quoi, dans la folle escapade. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que le film, même s'il a cette volonté très réaliste avec des lapins qui ressemblent un peu à des lapins de chair et de sang, bah finalement, en fait, c'est aussi des lapins qui paraissent parfois très déformés, etc. La séquence où le lapin manque de mourir après s'être fait mordre par un... C'est quoi? C'est un piège à loup, non? C'est un piège de chasseur, oui. Oui, c'est ça. Ou alors la séquence qui est absolument affreuse, horrible, dans le bon sens du terme, je pense, où on voit des lapins qui sont asphyxiés dans leur terrier, Mm. C'est ça. où les lapins, en fait, Mm. sont comme mutés les uns avec les autres, en fait, etc. Ce sont une espèce de masse de lapins informes qui crée quelque chose de très effrayant, en fait. Et je pense que ça doit être une des nombreuses images qui a dû marquer les gosses à vie. Et on parlait de Don Bluth, et Don Bluth, je trouverais ça intéressant qu'on revienne un petit peu là-dessus. Don Bluth, c'est quelqu'un qui vient de chez Disney aussi, et que quand il a quitté la boîte Disney, a commencé à faire des films d'animation beaucoup plus adultes. C'est-à-dire qu'il va faire Mon ami Charlie, mon oncle Charlie, je sais plus comment il s'appelle, Charlie, mon héros, un truc comme ça, un film avec un chien
chien et une petite fille. Et la petite fille est gravement malade. Brisby, le secret de Nibs, c'est aussi sur une petite rate qui est une sorte de mère courage qui veut aider ses enfants, etc. Dans un monde un peu de fantasy qui est aussi proche de ce que faisait Disney un peu à l'époque. Bon, Brisby, c'est plutôt les années 80, mais on sent l'influence des trucs du genre Dragon Slayer, qui sont des films de chez Disney qui surfent sur la vague Donjons et Dragons. C'est assez intéressant de voir ce film-là qui va reprendre les espèces d'ornements de sérieux qui vont peut-être plus plaire à un public supposément plus adulte, en fait. C'est l'animation qui passe à son âge adulte avec les films de Ralph Bakshi, etc. Mmh. Et en même temps, cet héritage de l'animation hérité de chez Disney, avec des choses qui vont partir dans des trucs beaucoup plus fantasques, que va pas forcément aimer Richard Williams d'ailleurs, je crois, qui vont être un peu corrigés dans The Plague Dogs, qui est beaucoup plus terre à terre, quoi. Et mine de rien, enfin moi je voudrais quand même contrebalancer un tout petit peu en disant que les lapins quand même je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui pour moi tient entre justement la volonté de Martin Rosen et le film, c'est quand même il arrive à avoir quand même tout ce groupe de lapins qui n'ont pas tant que ça de distinction entre eux en fait. On a quand même la sensation d'un groupe d'animaux avec certains qui ont des éléments en plus, enfin il y a Big Wig qui a cette espèce de touffe de cheveux là qui est assez marquée, mais sinon il y a beaucoup qui n'ont pas vraiment de distinction. Mais par contre, en fait on dirait presque qu'il y a une volonté de partir sur de l'animal très réaliste, mais certains réflexes qui reviennent de manière presque incontrôlée, inévitable, comme par exemple, on en parlait hier Simon, l'idée que, mine de rien, eh ben quand même si Martin Rosen il dit moi je veux pas d'animaux à la Disney avec des grands yeux, des grands cils et tout, eh ben en fait les lapins femelles, elles ont des cils, elles ont du bleu sous les yeux pour bien montrer que c'est des filles, et ça mine de rien, enfin c'est quand même pas rien quoi, en termes de caricature de personnages dans des films d'animation, caricature d'anime. Mais en fait, Juste le oui. bleu sous les yeux, je crois que c'est uniquement dans le terrier des Frafas, qui, à mon avis, souligne plus le fait que c'est des lapines qui sont épuisées par le rythme et l'organisation militaire du terrier. Je suis pas sûr que ça tienne, tu vois, d'une espèce de. Tu peux rappeler le moment où ça arrive dans C'est à la toute fin du film. film. Enfin, c'est la dernière partie du film lorsqu'ils sont en train d'affronter le général Stakis, si je me rappelle bien du nom. Qui est un méchant qui arrive, puisque le film a ses antagonistes en fait, et dans sa troisième partie, ils infiltrent un terrier de lapins pour essayer un peu de les libérer. C'est tout à fait ça, ouais. Mais, Mm. mais en fait, je trouve que c'est assez intéressant ce que tu disais, enfin ce que vous disiez par rapport au fait qu'à un moment donné, Martin Rosen, lui, il se défend d'une espèce d'animation qui viendrait de Disney et qui en fait, Martin Rosen ne voit pas que inévitablement il va se rapprocher de Disney. Et je sais pas si c'est tellement un héritage de Disney que d'un héritage qui est plus haut que Disney et Martin Rosen eux-mêmes et qui serait une espèce de littéralité ou de marque littéraire un peu à l'anglaise où en fait finalement il y a quand même des classes sociales, des groupes hommes-femmes comme tu disais Simon, qui vont être marqués en fait clairement par la physionomie et en fait cette manière d'exprimer la bourgeoisie par des mimiques et même par une manière d'être efflanqué etc. C'est quelque chose qui finalement fait que Martin Rosen, quoi qu'il arrive, va forcément se rapprocher de quelqu'un comme Disney qui tend tout l'âge d'or de ses films et aussi vachement dans cette définition-là du monde et de l'organisation du monde en classe, etc. Et pour reparler de Don Bluth, pour reprendre un peu la triangulation des animateurs dont on est en train de parler en ce moment, moi, ce que je trouve super intéressant sur l'usage des animaux, parce que du coup, Martin Rosen, évidemment, tous les protagonistes sont des animaux, et ce qui me semble assez proche de Don Bluth, c'est cette espèce de manière de poser un monde animal qui en fait est tout à fait indépendant, malgré son anthropomorphisation. En fait, il est quand même indépendant du monde des hommes, dans le sens où le monde des animaux va pas redoubler un monde des humains, mais à la limite va s'y confronter de manière hyper violente. Et en fait, cette autonomisation des animaux, elle va permettre des choses hyper inquiétantes chez Don Bluth et chez Martin Rosen, et notamment le fait que il y a toujours une mutation de l'animal entre guillemets normal. Par exemple, c'est Don Bluth dans Brisby, le secret de Nîmes, c'est des souris et à un moment donné, il y a une troupe de rats hyper inquiétante et en fait, en gros, il y a un monde premier qui est le monde des animaux, et après, il y a un double aux mutations inquiétantes ou dégénérescence de l'animal, qui est hyper bizarre, parce que en fait, ça nous est encore plus étranger que quoi que ce soit qui nous serait proche. On retrouve ça chez Martin Rosen, et notamment, je pense, en fait, il y a un groupe de lapins principal, comme tu as dit Simon, et puis à un moment donné, ils vont tomber sur la tribu dont on a un peu parlé également, qui est une espèce de tribu. Enfin, il y a deux tribus, il y en a une qui est vraiment complètement malade et hyper malsaine, et puis même avec les chiens de The Plague Dogs, et là, c'est encore plus bizarre, il y a un dédoublement de l'animal qui est inquiétant, mais avec l'animal lui-même. Ça veut dire que chaque chien a des troubles mentaux, a des traumatismes en lui, qui parfois le fait plonger dans un état proche de la folie. Et là aussi, il y a une espèce de mutation qui est encore plus terrible. Et à la limite, Martin Rosen et son équipe, ils atteignent quelque chose qui avait peut-être jamais été fait. C'est le personnage d'animation qui tout à coup se transforme lui-même sous nos yeux sans strictement changer d'apparence, mais peut-être plus par la parole, par exemple. C'est marrant que tu commences à parler de Plague Dogs parce que ce que tu es en train de dire en fait me fait
beaucoup pensé à ce que j'apprécie énormément dans le second film de Martin Rosen, et un peu comme Simon me fait préférer presque The Plague Dogs Ah oui. à Watership Down, c'est-à-dire les chiens sont constamment en lutte dans le film entre leur instinct animal de survie, de chasse, de pouvoir dormir dans un endroit au sec ou quoi, et également leur souci de domestication, de se trouver un maître, de rester en contact avec l'homme, l'élément sauvage étant plutôt représenté par disons le renard, voilà, qui va les accompagner, leur apprendre à chasser le bétail en transhumance ou en train de paître. Mais c'était effectivement la première fois, je- de mon point de vue, que je voyais ce genre de conflit-là dans l'esprit d'un animal, dans un film d'animation, où ça frise le trauma, la culpabilité, enfin, on a l'impression qu'ils reviennent de la guerre, quoi. Enfin, d'autant qu'ils sortent d'un laboratoire d'expérimentation assez cruel. Enfin, le film s'ouvre là-dessus. Donc, ils sont irréconciliés, et malheureusement, le film tend à montrer que c'est aussi irréconciliable. Enfin, c'est ce qui fait que le film est aussi froid, je trouve. Bah, et puis, enfin, il y a vraiment, comme tu dis, en fait, Alexandre, dans Plague Dogs, une réflexion de ces deux chiens sur ce qu'ils sont en tant qu'animal, en fait, enfin, en tant qu'animaux, du coup. Sur qu'est-ce que c'est qu'être un chien, en fait. Ce qu'il y a peut-être un peu moins dans Watership Down, où les lapins ont effectivement un univers à eux qui est complémentaire par rapport à celui des humains, qui est pas une reproduction, comme tu disais, Agathe, mais où ils ont en fait leur propre religion, quasiment leur propre mythologie, et ils ont en fait des choses quand même auxquelles se raccrocher, même si leur situation est vraiment compliquée. Mais les chiens, c'est vraiment, comme tu disais, ce conflit entre avoir un maître, parce que bah, il y en a un des deux qui a vécu ça, être sauvage, mais ils n'ont pas grand chose quand même, ils n'ont pas beaucoup de pistes qui peuvent aboutir quelque part en fait en termes de. Enfin, ils n'ont pas beaucoup d'issues optimistes à leur conflit intérieur, quoi, Ouais, vu leur situation. c'est intéressant ce que tu dis, Simon, parce que c'est vrai qu'à la limite, j'avoue que les deux films se confondent en permanence dans ma tête, mais je pense qu'il faut quand même les distinguer, ne serait-ce que pour le bien de ces films-là. Et c'est marrant parce que la violence n'est pas exactement la même. C'est-à-dire que, par exemple, dans La folle escapade, ce que moi je trouve parfaitement effrayant, c'est que le règne animal va s'ouvrir sur quelque chose d'autre, sur un ailleurs de l'image, notamment avec des scènes d'asphyxie, etc., qui en fait Mhm. sont mises en bruit ou mises en musique, qui quittent la narration, qui sont presque des petites séquences autonomes où en fait les chiens vont voir, les lapins vont voir leur forme changer. Tout à coup, il n'y a plus que des têtes de lapins qui foncent dans du rouge, etc. Et toi, tu disais, tu rapprochais Watership Down du conte, et moi, j'avoue que à la limite, je le rapprochais surtout des images qui ornent les contes, et notamment, par exemple, de la gravure et en gros des visions de cauchemars. Et même, pour remonter ailleurs, ça me faisait presque penser aussi aux visions apocalyptiques de William Blake, où en fait le rouge est vraiment le cauchemar et le maléfice eux-mêmes. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans Watership Down, c'est quand l'image, tout à coup, c'est presque comme si elle s'ouvrait en deux. Et par exemple, c'est marrant parce que comme c'est des scènes où les lapins s'asphyxient, il y a eu pas mal de discours autour de l'écologie, etc., dans la réception des films, mais pas vraiment au moment même où ils étaient faits, mais plutôt maintenant, quand les critiques contemporains parlent des films. Et je pense pas du tout que l'asphyxie soit un prétexte à parler d'écologie. Je pense que l'asphyxie est un prétexte à l'image même. Et il y a une image qui vraiment se fend et donne à voir une vision du désastre. Tandis que, et pour quand même parler un peu de The Plague Dogs, parce que contrairement à vous, moi je crois que je préfère La folle escapade, donc j'ai tendance à en mettre des tartines sur ce film-là. Mais The Plague Dogs, il y a vraiment effectivement cette notion d'animaux qui se pose la question de qu'est-ce que c'est que être des animaux. Et je trouve ça très beau, Alexandre, que tu parles de quelque chose d'irréconciliable. Ça veut dire qu'en fait là, la fracture, elle est dans les êtres eux-mêmes. Et alors c'est très lointain, mais moi ça me fait vraiment penser à des films comme ceux des Gianni Can et de Richie Lucci, où en fait ils vont prendre des images Tu peux d'archives. préciser qui. Bien sûr, c'est deux cinéastes qu'on peut ranger du côté un peu du cinéma expérimental et qui vont souvent, alors qu'ils font des films contemporains, c'est-à-dire dans les années 70, 80, 90, même 2000, qui vont souvent aller piocher dans des fonds d'archives qui ont été oubliés, qui vont parfois être détruits et qui vont tirer des images d'actualité. Et ça peut à la fois être des images qui nous reviennent des premiers temps du cinéma d'hommes, et en même temps, des fois, ils vont faire pas mal de courts-métrages, enfin pas de courts-métrages, mais de films courts, parce que je suis pas sûre qu'ils se posent la question dans ces termes-là, autour de figures animales, et pour mettre en avant en fait la cruauté inhérente au règne animal, avec par exemple des scènes de prédation où tel animal va en manger un autre, etc. Et il y a un côté hyper effrayant et qui n'est pas vraiment du documentaire animalier. Et pour moi, The Play Dog, c'est vraiment ça, c'est cette idée complètement désespérée que de toute façon, la fracture, elle est dans les relations mêmes, y compris dans les relations animales, et qu'en fait, il n'y a pas une espèce d'âge sauvé ou d'âge paradisiaque, etc., mais qu'en fait, à la limite, le monde est maléfique, et ça fait peur, quoi. Moi, ça me fait super peur.
Oui, c'est vrai qu'en regardant The Plague Dogs, j'ai aussi pensé à un cinéaste auquel on s'attendrait pas, c'est Harun Farocki, puisqu'il y a un moment, en fait, qui m'a fait penser à des chambres à gaz presque, le moment où il y a des chiens qui essaient de s'échapper, et en fait, ils sont dans une espèce de four qui va les brûler, etc. C'est pas une référence aux chambres à gaz en soi, mais le contexte, c'est quand même un institut scientifique où ils font des expériences sur les animaux, et quand les animaux sont morts d'épuisement après ces expériences-là, ben on les brûle, quoi. Et donc, du coup, il y a cette espèce d'image réminiscente qui fait vachement penser au film de Farocki, où les images de supermarchés vont se conjuguer aux images de camps de concentration, etc., en essayant de mettre au fait de manière extrêmement concrète et claire l'héritage de l'un et de l'autre sans que ce soit quelque chose de tarabiscoté. Là, ça passe juste par l'image, mais il y a quand même cette espèce d'idée réminiscente que je trouve extrêmement effrayante. Je voudrais quand même faire un pont sur le scénario de ces films-là, puisque Alexandre, tu as lu les livres, et j'aurais été intéressé de savoir quel est ton avis sur l'adaptation de La Folle Escapade. Tu n'as lu que La Folle Escapade, en fait. C'est ça. Tu as lu les Que livres, mais c'est tu déjà n'as pas lu. mal. Oui, La Folle Escapade est un livre très long qui fait quelque chose Déjà comme, un bon morceau. Ouais, comme c'est 1000 500 pages, 500 bonnes pages, 500, ouais. 500 pages quand même. Et donc, du coup, ça m'intéresserait de savoir quel est ton avis, en fait, par rapport au travail d'adaptation de La Folle Escapade. Je dois dire que c'est peut-être ce qui joue maintenant sur ma préférence pour The Plague Dogs d'ailleurs, mais je trouve que contrairement au film qui voilà est dans l'urgence, est quasiment un temps de lapin qui comme ça est tout le temps un peu dans la saccade, en train de sauter, etc. Le livre s'attarde plus, notamment sur des dialogues, sur des scènes de réflexion, quasiment de stratégie, pour pouvoir conquérir un territoire, pour pouvoir en sortir d'un autre. Par exemple, tous les efforts assez magnifiques du film de rendre compte dans ces décors, quoi, de la joliesse comme ça de la campagne anglaise, d'un côté un peu aquarelle. Le livre, lui, va s'attarder, mais de façon ponctuelle, comme ça, il y revient sans jamais l'avoir quitté, sur des descriptions, des évocations de la faune, de la flore, des différents moments de la journée, de la rosée, tout en observant de plus. Et c'est ça que je trouve très très fort dans le bouquin, c'est au-delà des dimensions assez bucoliques et du point de vue très animal, c'est vraiment une sorte de réécriture de l'Énéide, on pourrait le voir comme ça, avec aussi des éléments de la Bible qui rappellent ce qu'on disait par rapport à cette espèce de société de lapins qui aurait sa propre religion et également son propre langage. Ils ont une espèce d'argot, de mots comme ça qu'on nous explique petit à petit dans le livre. C'est un livre assez riche qui regorge de citations en début de chapitre, donc tu peux avoir autant du Shakespeare que du von Clausewitz que des auteurs antiques. Donc tu sais que Richard Adams a une connaissance assez pointue de certains textes mythologiques, aussi une connaissance assez accrue comme ça d'éléments zoologiques et botaniques. Et il fait se rencontrer tout ça, ce qui fait que c'est un livre, je trouve, assez riche, quoi, où il y a effectivement des moments de pause qui parfois m'ont peut-être un peu ennuyé, mais où soudain ça rebondit et où tu vas rebasculer dans une action comme ça qui tient de la conquête, alors qu'on n'est pas avec des chevaux de Troie ou la fondation de Rome, mais juste avec des occupations et des histoires de lapins qui se raconteraient entre eux, quoi. Ouais, c'est marrant que tu parles du livre comme quelque chose d'extrêmement grand et conquérant, parce que le film, je l'ai trouvé assez bizarre en termes de construction, c'est-à-dire qu'il y a des segments qui sont vraiment très, très gros sur la découverte du pré, etc. Et ensuite, il va y avoir toute une troisième partie qui fait presque, je dirais pas tâche en fait, mais qui semble arriver un peu comme un cheveu sur la soupe. Et on se dit, mais le troisième acte, il n'est pas déjà fini là, etc. Donc, en termes de construction, j'ai trouvé ça assez étrange comme film. Ouais, et c'est marrant que tu parles très rapidement de, par exemple, l'Énéide, ou même, moi j'avoue que j'avais un peu pensé aussi à l'Odyssée, dans le sens où il y a toujours cette espèce de... En fait, t'arrives, il y a un tout petit groupe de lapins qui arrive face à un ennemi mieux armé, et du coup il y a tout ce souci un peu ulyssien de monter des ruses, de monter des stratégies pour s'en sortir. Et pareil, alors c'est peut-être un peu grossier, mais par rapport à des textes presque bibliques, etc., il y a aussi la notion de prophète. Et le prophète, il y a toujours un prophète chez Martin Rosen, mais qui est complètement malade et chétif. Par exemple, il y a le lapin, un peu personnage principal, complètement efflanqué, très faible, qui a un frère qui est fort, mais lui, en fait, son seul rôle, en fait, finalement, c'est de voir et d'avoir des visions pour essayer de mener sa toute petite tribu. Et dans The Play Dogs, il va y avoir Sniffer, je crois, ou Snitter. Snitter. Snitter, qui est vraiment... Il y a deux chiens, et lui, c'est le plus petit, et finalement, c'est celui qui délire le plus, etc. Et il y a toujours cette espèce de notion, il y a toujours un personnage qui a cette espèce de mal en lui, qui est de voir là où il faut aller et de se rendre compte que là où il faut aller, c'est déjà la mort, en fait. Qui est un peu aussi la conclusion atroce de The Play Dogs, mais suspense. Mais peut-être à la différence quand même dans Watership Down que le prophète justement est vraiment un prophète. C'est-à-dire qu'à un moment il voit l'ombre de la mort aller vers un de ses amis, il la suit et il arrive à sauver son ami qui était aux portes de la mort. En fait, il y a vraiment un côté où justement ce prophète est considéré comme un vrai élu en fait finalement, qui pourrait... qui a un aspect vraiment biblique, alors que dans The Plague Dogs il y a un côté beaucoup plus cruel où en fait bah c'est un peu vain, enfin
c'est des croyances qui sont présentées plus comme de la folie justement, qui va être super belle. Enfin, c'est un personnage qui est super beau pour le coup, mais on reste en fait dans la psyché et pas dans une espèce de vision réelle qui dépasserait l'esprit en fait de l'animal en lui-même. Ouais, carrément. Mais c'est un peu le Mais c'est prophète. vrai que le parallèle entre les deux Mm. personnages est inévitable, quoi. Enfin, ils ont vraiment le même rôle dans les deux films. Ouais, carrément. Mais c'est vraiment cette idée qu'il y aurait un prophète désavoué à partir de The Play Dogs, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il promeut est impossible à croire, en fait. C'est pas vraiment que les Mhm. valeurs qu'il veut sont dépassées, c'est qu'il y a quelque chose d'impossible dans son désir de enfin trouver un maître pour lui et son ami et un lieu d'entente, quoi. Genre, il y a nulle part où trouver ça, quoi. Juste anecdote intéressante, les deux personnages de Fiverr et Snitter sont tous les deux joués par John Hurt. Ah oui, c'est vrai. C'est les deux personnages qui C'est bien sont... qu'ils avaient la même voix. Du coup, on n'a pas beaucoup parlé de The Plague Dogs et de Watership Down en fonction de son graphisme, de leur graphisme plutôt. Et en faisant mes recherches, du coup, j'ai découvert un texte d'un critique américain et Moi historien qui aussi. s'appelle Michael Barrière, qui a littéralement assassiné La Folle Escapade, je veux dire. Puisque il parle notamment de John Hombley. En fait, John Hombley, on l'a pas dit, mais c'est un réalisateur extrêmement important en Amérique. Il a introduit le style UPA et l'animation limitée, donc c'est-à-dire que il va allier des moindres images par seconde et des décors dépouillés à une stylistique en termes de graphisme qui est assez folle. Donc du coup, c'est un animateur assez important qui a influencé des productions un peu moins heureuses comme celle de la Hanna-Barbera. Du coup, Barrière, je pense qu'il est très attaché à ce que fait John Hombley et il aime pas vraiment le fait que John Hombley était le réalisateur original et Rosen lui a dit bon bah dégage, t'as un style trop enfantin, trop bébé cadom, on ne veut pas de ça. Et c'est amusant parce que je trouve que dans la Folle Escapade, il y a des moments, surtout le début, qui est une introduction un peu mignonne, avec des lapins, qui est quand même déjà assez sombre, mais il y a des touches assez graphiques qui se retrouvent dans ce film-là, qui sont beaucoup plus expressives que, par exemple, dans The Plague Dogs, qui tient son réalisme jusqu'au bout des ongles. Et on parlait de Don Bluth, on parlait de Ralph Bakshi, qui, à la même année, sort Le Seigneur des Anneaux. Et Le Seigneur des Anneaux, c'est une adaptation très bizarre en termes de graphisme qui va lier la rotoscopie, mais en même temps, les personnages vont avoir des couleurs très très pleines. Donc, du coup, le rendu réaliste va être contrasté par quelque chose d'assez, je dirais pas expressionniste, mais il y a un contraste entre les intentions du réalisateur et le résultat qu'on a à l'image. Et Barrière, en fait, il y voit une forme d'impasse, en fait, puisque à force de chercher trop le réalisme, en fait, on ne voit plus les spécificités propres à l'animation. Et c'est assez amusant, en fait, que cette volonté de réalisme dans l'animation, elle débarque avec une volonté de faire des films d'animation pour les adultes. Et Martin Rosen le dit souvent en interview, en fait, c'est qu'il veut faire des films sérieux, etc. Il veut pas faire du Disney, on l'a dit plusieurs fois déjà, qui va se lier réellement à une époque, en fait, qui est l'époque des films des années 70-80, où les films d'animation Disney, il n'y en a plus beaucoup, et où il y a les films de Don Bluth, de Ralph Bakshi, etc., qui débarquent. Je trouve ça assez fascinant, en fait, comment ce film-là, Martin Rosen parle de ce film-là comme étant assez intemporel dans leur choix graphique, sont ultra marqués par leur époque. Et sur cette question-là, c'est intéressant de comparer un petit peu justement ce texte de Michael Barrière et puis ce que pouvait dire en fait Martin Rosen de son film Watership Down en l'occurrence quand il est sorti, avec d'un côté en fait Michael Barrière qui va en fait toute l'histoire avec John Hombley, je trouve qu'elle est assez intéressante parce que on n'a que des bribes de ce qui s'est vraiment passé en fait. D'un côté on a en gros Martin Rosen qui va dire bon, John Hombley en gros on lui a laissé 1 an, il était réalisateur donc à cette époque-là, il était prévu pour être réalisateur du film, on lui a laissé 1 an, au bout d'1 an il avait fait quelques petits lapins avec des grands yeux, des grands cils, donc on l'a viré et on a tout recommencé à zéro. Et Michael Barrière, lui, ce qu'il va dire, c'est, bon après, voilà, on en pense ce qu'on en veut, mais il dit, c'est pas possible, vu ce que dit Martin Rosen de l'animation, qu'il soit 100% responsable de ce film-là. Parce qu'il y a des moments qui sont trop bien pensés en termes d'animation pour que ce soit que Martin Rosen, donc forcément, il reste des traces de John Hombley, en particulier, donc ce prologue, qui correspond un petit peu aux influences de John Hombley, qui correspond un petit peu à ce qu'il a pu faire par le passé. Et à ce sujet-là, très spécifiquement, c'est drôle de voir donc, que Martin Rosen dit que non, tout vient de lui, donc même le prologue, mais par contre c'est intéressant de voir comment il parle du prologue. Pour le coup, Martin Rosen, dans une interview qu'il a donnée à la suite de la sortie de Watership Down, il dit « Bon voilà, moi j'ai fait le prologue pour montrer aux puristes du livre que je pouvais aller où je voulais. En gros, pour leur montrer, voilà, vous regardez comment je peux m'éloigner du matériau originel, et ensuite, pour derrière, commencer à la première séquence, à les rassurer. Voilà, ils voient des lapins bien réalistes, une animation bien proche du réel. Et là, ils sont de mon côté, ils se rallient à ma cause parce que je les ai un peu effrayés avec ce prologue. Et là, maintenant, ils voient que tout va bien aller, tout va bien se passer et qu'on va retourner sur quelque chose qui va en gros bien filer droit et qui va pas trop s'éloigner du matériau original. Donc c'est drôle de voir qu'il y a cette espèce d'utilisation pour lui du prologue comme un moyen presque de divertir, de montrer aux gens non, vous inquiétez pas, voilà, j'aurais pu faire un film un peu comme tu disais Simon pour les bébés, mais non. Regardez, on est bien sur de l'animation pour adultes, il n'y a pas d'inquiétude.
Donc c'est quand même drôle de l'entendre dire ça. Mais c'est un peu le moment en plus où tu vois que Martin Rosen, il est mignon et tout, on aime bien ses films, hein, mais en fait il a genre rien compris à ce que c'était Hublé, et en fait il a rien compris à ce qu'il avait sous les yeux, parce qu'en fait ils ont pas fait la même chose, mais ils sont allés dans une même direction, ils sont allés tous les deux vers la dureté, je crois, du matériel, du matériau. Ouh là là, du matériel original, du matériau original. Mhm. Moi je trouve que ce prologue il est assez fascinant, parce que en fait ce prologue raconte un peu la création du monde, où il y aurait une espèce de divinité absolue qui créerait les animaux, dont le lapin. Et le lapin fait tellement n'importe quoi qu'à un moment donné, parce qu'en gros, très concrètement, il mange tout et en plus il n'arrête pas de se reproduire, donc c'est genre invivable. Et ben cette divinité va le maudire entre guillemets en faisant que sa queue est blanche et donc peut se faire voir, ce qui va quelque part réguler la population des lapins, du style les lapins vous pouvez vivre, mais maintenant tout le monde sera après vous. Et en fait il y a ce côté un peu initiatique où par le conte, par la fable, on va expliquer des caractéristiques animales et on va aussi expliquer une organisation du règne animal. Donc ce prologue, il a un dessin enfantin dans le sens où il se dégage complètement de la contrainte de certains codes. Et par exemple, la première image, c'est des lapins et des arbres simplement dessinés. Et en fait, la mise en relation entre les lapins et les arbres, par exemple, n'est pas du tout celle de la perspective, mais en fait, la profondeur est plate. Ça veut dire que pour exprimer le fait qu'il y a une profondeur, les lapins sont en bas de l'image et les arbres sont en haut de l'écran, ce qui fait comprendre qu'il y a une séparation et qu'il y a deux mondes, la prairie et la forêt, mais en fait, c'est pas dans l'ordre de la perspective. Et en fait, c'est quand le lapin va obtenir la bénédiction de la divinité que tout à coup, il se met à courir et que là, tout à coup, il est parmi les arbres. Et en fait, il y a vraiment cette notion que la forêt était là, qu'elle était séparée et que tout à coup, le lapin remonte dans l'image et va arriver dans cette espèce d'endroit où finalement il sera maudit. Et en gros, il y a vraiment cette espèce d'influence maléfique du dessin sur ces personnages, et ce dessin qui va s'emparer ou qui va happer certaines figures en mouvement. Et en fait, alors je crois pas que Hublé il se pose toutes ces questions-là, etc., mais c'est juste qu'en fait, il a créé un système esthétique qui non seulement était autre chose que, je crois que Martin Rosen a dit, Hublé nous attendait après 1 an avec un petit clip jazzy. Enfin, en gros, vraiment n'importe quoi. Bon, déjà, c'était autre chose. Ce prologue, c'était vraiment incroyable. Et en plus, quelque part, ils avaient des directions communes. Mais en fait, Martin Rosen, je pense que Martin Rosen, et c'est pas un drame, c'est assez rigolo, mais je pense que Martin Rosen ne pense pas dans l'intérêt de l'animation. Martin Rosen pense ailleurs, en fait. Et ça l'a coupé quelque part de certaines choses. Complètement, je suis d'accord sur le fait qu'il pense pas pour l'animation. On dirait que pour lui, l'animation n'est pas une fin, mais un moyen au sens où on a l'impression dans son discours que pour lui, l'animation est utile pour en gros représenter des sujets qui seraient trop compliqués à filmer en prise de vue réelle, mais que sinon, en soi, l'animation, plus elle se rapproche de la prise de vue réelle, mieux elle est. Et c'est quand même un peu particulier comme vision de l'animation. Et d'ailleurs, on voit quand même globalement que c'est pas un truc qui l'intéresse tant que ça, l'animation, et que finalement, lui, sur son film, bon, il a une équipe d'animateurs dont il est entouré, mais après, lui, c'est un petit peu l'inspecteur des travaux finis. Et par exemple, il y a un moment où il parle du fait qu'il a demandé en fait à ses animateurs, bon voilà, faites-moi un plan à 360 degrés dans les galeries, et que les animateurs lui ont dit, non mais en fait ça on peut pas le faire avec un multiplane, ça marche pas. Et il a dit, ah bah voilà, moi vous savez je connais pas l'animation, mais du coup vu que je connais pas les limites de l'animation, je peux les dépasser, car je ne connais pas les limites. Voilà cette super phrase, super inspirante de Martin Rosen, mais en gros il y a l'idée quand même que l'animation pour lui, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément une nécessité, mais qui est utile pour représenter juste des sujets qu'il ne pourrait pas filmer en fait. Et il y a aussi l'idée qu'il voyait surtout en tant que producteur, je pense que ça conditionne un peu son point de vue, les animateurs moins comme des interprètes que comme des techniciens, j'ai l'impression, quand on lit ces entretiens et qu'on écoute, qu'on lit les articles, quoi. C'est-à-dire, c'est une équipe à laquelle on peut donner des directives et qui peut les exécuter pour produire de l'interprétation. Donc ils sont pas forcément les créateurs mêmes, mais il y a quand même cette idée de, je vais le dire méchamment, mais un peu de bétail, en tout cas d'une vision très directive de ces équipes d'animateurs à qui il aurait pu laisser plus de liberté d'expression stylistique, comme un Hublé qui explore des... Enfin, je vous entends dire enfantin, mais je trouve que oui, c'est un peu maladroit. Quand on sait en plus qu'apparemment il s'était intéressé aux arts graphiques aborigènes australiens, ça fait tout de suite plus sens, parce que c'est vrai que c'est assez particulier mais c'est vrai que ça reste très géométrique. Mais il a effectivement une sorte de point de vue de réalisateur de prise de vue réelle sur de l'animation. Ce en quoi je trouve qu'il est assez proche de Ralph Bakshi, qui d'ailleurs refusait pas mal l'étiquette animation, et ce qui expliquerait notamment son utilisation très curieuse et assez laborieuse même de la rotoscopie dans Le Seigneur des Anneaux. Enfin, ça crée quelque chose d'assez particulier, quoi, qui
peut occasionner des accidents, mais qui crée pas mal de conflits, j'ai l'impression, avec les équipes surtout. Non, mais c'est très étrange en vrai, Ralph Bakshi, enfin Ralph Bakshi, c'est pas vraiment le sujet du podcast, mais c'est quand même une sorte de Tex Avery qui se prendrait pour Orson Welles parfois, tu vois? C'est-à-dire que c'est des dessins qui vont être C'est très trop bien dit. très dans le Ouais, c'est. fantasme, et cetera, et en même temps, le mec, quand tu l'entends parler, c'est-à-dire, «Oui, non, mais j'ai essayé de faire ça en termes de réalisme d'animation, et cetera». C'est quand même une impasse, et j'ai l'impression que c'est quelque chose de, je dirais pas de très américain parce que c'est idiot, John Obley est américain, mais c'est une impasse qu'on retrouve aussi sur certains animateurs d'Europe de l'Est, par exemple, ou européens, tout simplement, comme Marcel Jankovic, qui est un animateur hongrois, qui travaille beaucoup les images mythologiques, qui vont être aussi assez géométriques, etc., et qui sont pour le coup, pour enfants peut-être, mais je pense que c'est regardable à tout âge, et je pense que quand on regarde un film comme Le Fils de la Jument, Faire Lofia, c'est clairement quelque chose qui peut être vu par des adultes et qui vont y trouver un intérêt certain, quoi, en termes de mythologie. Et cet homme-là va être débauché par Disney sur Cusco, l'empereur mégalo, et son travail, ben, il va juste être écarté parce que c'est pas du Disney ou un truc comme ça. Et c'est assez amusant parce que les séquences d'animation un peu enfantines, pour le dire très rapidement, géométriques pour le dire peut-être plus précisément, c'est des choses qu'on va retrouver dans plusieurs adaptations de La Folle Escapade, puisque Martin Rosen, c'est amusant, c'est la seule adaptation qu'il réalise, mais il va en produire deux autres, et à chaque fois, c'est deux séries télé, une en animation 2D plus classique avec des lapins qui ressemblent beaucoup plus à des lapins façon animaux du Watkatsu ou Disney, et une autre qui va être en 3D assez disgracieuse, ce qui rappelle un petit peu des sortes de prises de sérieux parce que ça va être très sombre, etc. On a l'impression de voir le film de Zack Snyder avec les chouettes là, Gaoul. mais Non, je trouve ça. Non, ça rend pas. Enfin, je veux dire, Zack Snyder n'est quand même pas au niveau. Enfin, je veux dire, La Folle Escapade, c'est quand même vraiment pas très beau en 3D, quoi. En gros. oui, ce qui s'appelle les animaux de la colline, je crois, sur Netflix. Et en fait, dans chacune de ces adaptations, il va y avoir ce moment qui va être le moment mythologique légende, quoi. C'est-à-dire que il va y avoir le moment où on va t'expliquer le truc façon conte pour enfants, et puis ensuite il va y avoir la réalité. Donc du coup, c'est amusant, quoi. C'est vraiment un canon très 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 littéral, c'est-à-dire que l'animation qui se réalise va vers le sérieux. Et c'est vraiment très étrange, quoi. Cette manière de voir l'animation que comme cette addition de choses qui ferait sa légitimité. Après, il y a aussi, je pense, tout simplement l'inspiration du matériau de base. Le film, en fait, est devenu vraiment aussi un matériau de base. C'est-à-dire que les adaptations suite au film sont plus seulement adaptations du livre, mais aussi du film. Et du coup, je pense qu'il y a aussi un côté où ce prologue, c'est un peu une reprise. Enfin, comme si les gens attendaient une reprise de ce prologue dans un nouveau style à chaque fois. Mm. Et je pense qu'il y a un côté aussi comme ça où c'est un peu un clin d'œil, entre guillemets. Parce que par exemple, l'adaptation des années 90, où les animaux, justement, sont beaucoup plus classiques, enfin, ils sont beaucoup plus proches du travail de Disney. Ou comme tu disais, les animaux du bois de Katsu, je trouve que c'est un parallèle qui fonctionne bien. Et du coup, il va pas y avoir un décalage si radical vers le réalisme, je trouve, après le prologue. Mais il y a toujours cette idée, ouais, d'en faire un petit moment de style, en fait. D'en faire un petit moment de travail de style. Mais c'est ça qui est marrant avec Martin Rosen, c'est quand même c'est ce type qui a un discours hyper basique sur l'animation, du genre oui l'animation c'est là pour faire ce qu'on ne peut pas faire avec la prise de vue réelle, ce qui en fait est un peu l'ennemi à abattre ce genre de discours quoi, parce que en fait, quelque part ça dit rien de l'animation, enfin c'est assez ridicule quoi, et en même temps et ben c'est avec cette mentalité-là, qui va demander à ses équipes, justement, effectivement, qui traitent un peu comme des gens qui vont accomplir une tâche ou un souhait que lui a dans la tête sans trop savoir à quelle charge de travail il condamne tous ces pauvres animateurs, notamment avec la scène du terrier, parce qu'en fait, la scène du terrier à 360 degrés, concrètement, ils l'ont faite. Et elle est spectaculaire et elle est incroyable. Du coup, ça va quand même passer, entre autres, par le multiplan. C'est juste qu'en fait, ils vont mettre un nombre de couches. Alors moi, j'arrive pas à les compter au sein même de l'image, parce que je n'ai pas une intuition absolue de l'animation, mais en fait, on comprend qu'il n'y a pas un multiplan à deux couches, mais qu'il y en a beaucoup plus que ça. Et en fait, surtout, on comprend que chaque couche est en mouvement, ce qui est quand même un truc que d'habitude on voit dans les making-of de Miyazaki pour Princesse Mononoke. Enfin, c'est rigolo que Martin Rosen, dans son petit studio, là, enfin, c'est pas un petit studio, ils sont là, oui, on va faire ça. Et en fait, c'est marrant parce que même s'il a un discours basique, finalement, et c'est le côté Orson Welles, il va creuser l'image et lui donner une profondeur particulière qu'elle a bien sûr dans d'autres films, mais qui est bien particulière, notamment dans La Folle Escapade. Et pour revenir à cette scène du terrier, ce qui est vachement chouette, c'est qu'en fait, on voit des trous au premier plan, et à travers ces trous, on voit un espèce de nid ou de salle principale du terrier. C'est-à-dire qu'en fait, on voit les galeries, et derrière, on voit les lapins. Et en fait, les lapins sont derrière ces trous-là. Et en fait, je sais pas comment dire, mais en fait, moi, j'avais quasiment jamais vu ça. Ça veut dire que d'habitude, le multiplan, sur la première couche qui va être le premier plan, on met les sujets, on met les animaux, on met les humains, on met ce qui est en mouvement, et derrière on met un décor potentiellement en mouvement, même si c'est déjà bien compliqué. Et en fait là, le gars, il provoque une inversion du multiplan, et en fait,
le décor, l'obstacle, il est au premier plan, et en fait, derrière, en découpage, il y a les sujets en mouvement. Et à ce moment-là, Martin Rosen, il crée par sa volonté, même si c'est pas lui qui fait les images en première main, il crée quelque chose que moi j'avais jamais vu. Et c'est marrant parce qu'en fait, après, il continue à dire n'importe quoi en entretien. Et moi, c'est vrai que c'est ce côté un peu américain des gens que t'admires pour leurs films, et puis dès que tu les écoutes, t'es là, ouais, en fait, moi, genre, je le prenais pour un petit génie et tout, et en fait, le mec est méga basique, et genre pas grave, parce qu'en fait, ses films sont cool, donc moi, je vais pas me plaindre, hein, j'adore. Mais il y a un côté un peu languien, quoi. Moi, je sais pas, genre, chaque fois que je regarde des entretiens de langue, le gars, il descend tous les films que moi j'aime, et tout ce que j'aime pas chez lui, il est là, oui, c'est vraiment le centre de mon cinéma. C'est un peu pareil, Martin Rosen. Oui, oui, effectivement, Martin Rosen, le Fritz Lang de l'animation japonaise, non, l'animation anglaise. Mais oui, oui, je pense que faut pas minimiser l'apport de ces animateurs. Je crois que son directeur de l'animation s'appelle Tony Guy, je crois. Mm. Et il dit dans des entretiens qu'il passait ses journées à bosser là-bas, etc., comme si c'était un exploit, quoi. Euh, C'est ça qui est très rigolo, Martin Rosen. Il dit qu'il arrive avant tout le monde et qu'il reste après tout le monde. Oui, il disait il arrive avant moi et tout, il partait Ah oui, après c'est vrai, moi, ouais, c'est c'est ça. super. Non, mais oui, voilà, je pense Normal. que les animateurs ont dû quand même bosser énormément pour coller à cette vision très réaliste de ce que doit être l'animation. Et quand même, je trouve que The Plague Dogs est quand même un espèce d'aboutissement à ce niveau-là, c'est-à-dire que ce soit les animaux et les humains, c'est-à-dire qu'il y a à la fois quelque chose qui tient du réalisme, mais en même temps, dans ces figures pleines en termes de couleurs, il y a quelque chose qui tient presque je dirais pas soviétique, mais quelque chose que je trouve très fort stylistiquement, tout en respectant à la lettre cette volonté de réalisme. En ce sens-là, The Plague Dogs, qui est aussi un film assez intéressant en termes de narration, puisque les humains sont presque absents à l'écran, ils sont très fragmentés, on les entend juste par la voix, parce que c'est leur voix qui crée la narration, et on se rend compte que ces chiens, en fait, ils sont porteurs d'une maladie, ce qui fait qu'ils vont être vus comme des pestiférés, quoi. Et ben, donc, du coup, en fait, il y a quand même cette pensée du graphisme et de la réalisation qui va se ressentir à l'image et qui va se ressentir en termes de graphisme aussi, en fait. Donc peut-être que c'est des films qui sont pas forcément très intelligents dans leur pensée de l'animation quand ils l'ont fait, mais qui produit, je pense, pour celui qui s'y connaît pas forcément, qui n'ont pas vu les entretiens, etc., quelque chose d'assez fort quand même en termes Mm. plastiques, même si des personnes comme Barrière, qui sont plus attachées à l'animation plus souple ou au character acting, etc., vont plutôt être ouais, bon, c'est quand même pas super, quoi, comme truc. C'est un peu Mais une impasse. c'est un peu intéressant sur ce que tu dis, sur finalement, en fait, à la fin des fins, il y a un objet terminal qui est le film, et cet objet-là, il produit des sensations qui sont fortes, et je pense que nous, on l'a ressenti, que les gens qui voient les films de Martin Rosen le ressentent. Et moi, j'avais une sensation très bizarre devant The Play Dogs, à l'endroit. Alors, il y a le plus petit chien, c'est Snitter, et le plus grand, Raouf. Raouf. Raouf, c'est une espèce de grand chien noir. Et il y a un truc super bizarre avec Raouf, c'est que comme il est sombre, son pelage est sombre, espèce de bleu marine presque noir, et bah dès qu'il est dans l'obscurité ou dès qu'il est devant un décor sombre, ce qui arrive quand même assez souvent, et ben en fait c'est cette espèce de chien de l'obscurité, dans le sens où en fait il a vraiment une espèce de concordance entre son pelage et une espèce d'ambiance nocturne du film. Et moi, ça m'avait frappé. Et en fait, c'est quelque chose sur lequel ils ont énormément galéré apparemment au tournage, qui tient presque d'une erreur. Ça veut dire qu'au moment donné où ils ont déterminé la colorimétrie des chiens, etc., ils ont déterminé que Raouf serait d'une espèce de bleu sombre sur son pelage. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'en utilisant encore une fois le multiplan, et bah, ils se sont bien rendus compte de l'inévitable, c'est que normalement, un multiplan, j'imagine qu'on essaye de créer un contraste entre les sujets en mouvement et entre les décors pour qu'ils se détachent et que ce soit efficace et surtout qu'on les voit tout simplement. Et en fait, Raouf se détachait pas assez des décors, et du coup, ils ont dû faire une espèce de liseré autour de lui, c'est-à-dire qu'en fait, alors en gros, le multiplan, c'est un objet premier, mais ce qu'on met sur un multiplan, ça va être souvent des celluloïdes qu'on va peindre, pour le dire grossièrement. Et en fait, autour de Raouf, sur chaque celluloïde, ils ont dû faire un espèce de liseré bleu pour qu'en fait, il y ait quand même une espèce de contour et une démarcation un peu, et peut-être qui aussi crée cette idée de forme pleine du chien. Sauf qu'en fait, cette ligne, cette couleur, elle était super instable. Et en fait, leur image, c'est devenu pas un enfer, mais en fait, c'est devenu très compliqué, en gros, à maintenir comme ensemble, quoi. Et c'est rigolo, cette manière un peu de faire des erreurs, entre guillemets, mais qu'en fait ne signe pas du tout la fin du film. Et puis à la limite, c'est des erreurs qu'à mon avis, tu peux retrouver partout, en fait. Je veux dire, tout le monde doit faire des erreurs en animation, c'est tellement étrange comme processus, etc. Et que finalement, à la fin des fins, ça crée quelque chose qui est que quand moi je vois le film, Raouf me touche, mais pas seulement parce qu'il dit, pas seulement parce qu'il lui arrive, mais parce qu'il est, parce qu'il est en tant que figure dans un décor qui, en fait, presque se referme sur lui, quoi. Vous avez d'autres choses à rajouter sur les films de Martin Rosen?
Franchement, non. Eh bien voilà, c'était notre petite discussion sur Martin Rosen. À présent, je propose qu'on passe rapidement sur nos recommandations, c'est-à-dire des œuvres qui nous ont marqués récemment. Je propose qu'on commence par Simon. Alors allons-y. Donc moi, cette fois-ci, j'aimerais bien recommander quelque chose qui s'appelle Psychocolonials, qui est en fait la nouvelle création de Andrew Houssy. Donc Andrew Houssy, c'est qui? Andrew Houssy, c'est le créateur d'un gros webcomic qui a fait beaucoup parler de lui dans les années 2010, qui s'appelle Homestuck. Donc voilà, création qui a déchaîné un petit peu Internet comme ça pendant quelques années. Donc son créateur a disparu un petit peu comme ça des médias par la suite, parce qu'il a eu beaucoup de mal à tenir en fait, le succès et le déchaînement qu'a provoqué sa création. Et donc là, il est enfin revenu cette année, parce que moi, je tiens beaucoup à Homestuck, c'est un truc qui est assez précieux pour moi. Et du coup, j'attendais beaucoup de le réentendre en fait, te parler ou proposer quelque chose. Et donc, il y a Psychocolonials qui arrive cette année, donc j'ai pu tester ça. C'est toujours en fait ce qu'il propose à la frontière entre le roman, la bande dessinée, le jeu vidéo et l'animation. Et donc là, on pourrait dire que c'est une espèce de visual novel, roman graphique, enfin c'est un peu entre toutes ces choses-là. Et donc ça raconte l'histoire d'une... en gros, ça se passe pendant le confinement, voilà, ça fait partie des rares œuvres qui se passent pendant le confinement que j'ai pu voir qui sont vraiment bien et qui sont pas juste opportunistes. Et donc en gros, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Z, et enfin Z j'imagine, et du coup qui est partie se caler sur une île comme ça pendant le confinement, et qui en fait reçoit dans son sommeil un appel de force occulte qui lui demande de devenir en fait l'influenceuse instagrammeuse la plus connue du monde pour détruire le capitalisme en gros. Et du coup elle va se battre comme ça pendant plusieurs petits épisodes, c'est en 9 épisodes. Et enfin moi j'ai vraiment beaucoup aimé parce que déjà c'est très chaotique, il se passe plein de choses, c'est sans aucune concession ce qu'on peut lui reprocher, parce que du coup on peut dire que l'auteur peut-être est un peu trop indulgent avec lui-même avec cette création-là, et moi c'est ce que j'ai beaucoup aimé dedans. Et c'est hyper intéressant aussi ce que ça a d'autobiographique sur le fait de créer quelque chose qui est plus grand que nous, et qui va un petit peu secouer ou abîmer le monde, on va dire, et est-ce que ça va produire sur nous. Donc voilà, je pourrais en dire beaucoup plus, mais je vais pas non plus trop m'étendre. En tout cas, voilà, moi c'est une de mes grosses découvertes de l'année. Évidemment, ça gagne en potentiel quand on a lu Homestuck avant, donc j'en profite pour glisser une petite recommandation. Voilà, vous pouvez le lire Homestuck si vous voulez, ça vous prendra que quelques dizaines d'heures, et ça les vaut, donc let's go, quoi. Voilà. Bien, moi, dans la suite de Watership Down de Richard Adams, j'ai eu envie de lire un autre livre que je savais adapter en film, donc Les Liaisons Dangereuses, donc publié en 1782 et rédigé par Choderlos de Laclos, militaire de son état. J'avais envie en fait de pouvoir revenir au film après avoir vu plus en détail donc le roman épistolaire, donc les échanges de lettres entre divers personnages et plus particulièrement la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont, qui sont, disons, deux libertins qui évoluent dans les cercles de l'aristocratie française et essayent de dévoyer certaines jeunes filles dans le but de se venger de déshonneur et de... Enfin, à vrai dire, ils mènent un peu la guerre sans trop se salir les mains, jusqu'à un point donné, vu que leur orgueil les mènera plus ou moins à leur perte. Et de la même manière que la lecture du livre de Richard Adams a été assez éclairante, disons, de retrouver plus de détails, de retrouver vraiment, disons, l'état du livre, de ce qu'on en connaît dans les films. Je trouve le développement psychologique et des interactions entre les personnages, enfin, certaines successions de lettres où les personnages vont vraiment passer d'un avis à un autre, juste pour être assurés que les gens se comportent de telle manière et puissent... Enfin, la marquise de Merteuil est la plus grande marionnettiste du monde, pour le dire simplement. C'est assez jouissif tout en étant assez horrifiant. Je sais que je fais quelques pauses en le lisant, mais pour le coup, je recommanderais bien ce genre de lecture qui permettent de réappréhender ensuite ce qu'on en connaît mieux. M'intéresse pas mal en ce moment, ouais. Moi, je continue sur les recommandations. Moi, ce serait un fanzine. En fait, plus spécifiquement, une série de fanzines tous faits par la même personne. Et en fait, ça va être un peu comme Simon, ça va être une recommandation à multiples recommandations. La première recommandation, c'est de s'intéresser, mais après, elle est déjà assez connue, au travail de Zian,
Zviane, qui est une BDaste québécoise qui... BDiste, je crois. BDiste, BDaste, BD... Bref. Cet animal curieux qui à la fois fait des BD, qui a aussi beaucoup travaillé la question du blog, donc en fait qui s'accompagne de toutes sortes de créations en ligne, qui dépassent juste la mise en ligne de planches, qui... Donc, il est vraiment quelqu'un qui a une espèce de travail hyper multiforme, qui fait aussi de la musique, qui a une chaîne YouTube un peu absurde, mais vraiment chouette. Et à un moment donné, Ziane, elle a commencé à publier une grande saga, entre guillemets, sous forme de BD qui s'appelle Football Fantasy, qui est absolument géniale, qui n'est pas encore terminée, et qui... Il y a souvent des liens vers ce travail à partir de son blog. Elle a 2 blogs, un ancien blog et un nouveau blog, et le nouveau blog est vraiment trop chouette aussi. Et Football Fantasy, à un moment donné, elle s'est dit qu'elle voulait pas que ce soit que en ligne, qu'elle voulait le retravailler en termes graphiques et qu'elle voulait aussi le publier. Sauf qu'au lieu de le faire publier par une maison d'édition, elle s'est lancée dans... Et si je dis fanzine, c'est que vraiment elle fait tout de A à Z. Enfin, je veux dire, elle maîtrise toutes les étapes du faire. Et après, c'est elle qui vous l'envoie, c'est elle qui le distribue, etc. Et du coup, sa série de fanzines, ça s'appelle La Jungle. Pour l'instant, il y en a 8 et il y en aura une 9e et ce sera la dernière et ce sera triste. Ça a commencé en 2016, elle en faisait 2 par an. C'est des gros morceaux à chaque fois, donc c'est vraiment quelqu'un qui a énormément travaillé. Et chaque numéro de La Jungle a un découpage un peu en mode revue de jeunesse, parce qu'en fait la deuxième partie, ça va être tous les chapitres de Football Fantasy, un peu comme par exemple dans Picsou Magazine, où il va y avoir une grosse aventure à la fin, ou alors dans Witch, où il y a genre l'aventure des filles, et avant c'est que des rubriques et du magazine, et en fait c'est ce qu'elle fait en gros, à chaque fois à la fin il y a Football Fantasy qui avance, et puis avant il y a des rubriques, et les rubriques sont absolument géniales, et à chaque fois une jungle, c'est un endroit en particulier, genre la première c'est la jungle, après c'est la jungle, la playa, enfin il y a plein de trucs trop chouettes, et par exemple parmi toutes les rubriques, il y en a une qui est vraiment trop chouette, je sais plus si c'est le numéro 3 ou 4, où en fait avec un ami elle va faire tout le tour de toutes les piscines de Montréal, et après elle fait des critiques de piscines en faisant des découpages qui sont absolument magnifiques et qui lui ont pris 6 mois, et en fait c'est vraiment trop bien. Et en fait je sais pas, c'est vraiment de l'invention à l'état pur en permanente, hyper enthousiasmant, et en plus c'est jamais homogène, il n'y a pas cette idée qu'une BD c'est une BD, il y a plus une espèce de rassemblement de plein de formes protéiformes bien que dessinées ou bien que papiéisées. Voilà, moi j'aime beaucoup ça. Alors, ma recommandation, ça va être une série de Steve McQueen, un réalisateur que j'aime pas forcément énormément, mais qui a sorti récemment une série qui s'appelle Small Axe, qui est plutôt une série de films, puisque les films ont été présentés à Venise et à Cannes, je crois, tout du moins dans une espèce de compétition un peu factice qu'il y a eu l'année dernière. Et Small Axe, en fait, c'est une série de films qui vont s'attarder sur une communauté caribéenne en Angleterre, en fait, notamment à Notting Hill, avant que ça devienne le lieu de Hugh Grant. Non, c'est pas Hugh Grant. Si, Hugh Si, Grant. si, c'est Young Grant. Donc, du coup, dans cette communauté caribéenne, il va y avoir plusieurs types de choses qui vont être représentées. Donc, du coup, il va y avoir le racisme, il va y avoir l'éducation, etc. Chaque film-épisode va être thématisé autour d'un sujet. Il va y avoir un côté un peu anglais, Ken Loach, etc., dans cette manière de thématiser d'ancrer une sorte de drame dans une réalité. Mais en même temps, il va y avoir des choses qui vont être très touchantes en termes de personnages. Il va y avoir un parler, un accent qui va être fabuleux. Tous les épisodes ne sont pas aussi bien. Je pense que les meilleurs sont Mangrove. C'est un film de procès autour d'une manifestation autour d'un pub ou d'un restaurant qui se fait harceler par des policiers. À un moment, il va y avoir un procès et ça va être vraiment une communauté qui va essayer de se souder pour vaincre, on va dire, une violence policière qui est inspirée d'un fait réel. Il va y avoir Education, qui est un film qui va parler de l'ostratisation d'un enfant noir qui a du mal à lire. On suppose qu'il est dyslexique, mais c'est peut-être un autre handicap. C'est un film assez touchant pour le coup, où ça va être aussi le parcours d'une mère qui va au fur et à mesure se rendre compte de l'intelligence vive de son fils, et ça c'est quand même vraiment beau, et qui va parler plus globalement de la violence qui peut être faite aux enfants de manière générale, en fait, lorsqu'ils sortent des normes d'apprentissage. Et on se rend compte que dans cet institut-là, en fait, tous les enfants sont méprisés et les cours, ils sont vraiment donnés avec aucun effort, etc. Mais le plus bel épisode, c'est peut-être celui qui est le moins politisé ou du moins le moins militant, ce qui s'appelle Lovers Rocks, qui est vraiment un épisode magnifique où ça va être une soirée pendant 1 heure, 1h10, et ça va être des danses, de la séduction, de l'euphorie, etc. Ça va être quelque chose d'à la fois assez lourd, puisqu'il va y avoir quand même des conflits qui vont se faire, mais reste quand même cette espèce de légèreté qui va se faire sur la piste, etc., avec des gens qui reproduisent des chorégraphies, qui finissent par être en transe sur une musique, etc. Il va y avoir quelque chose de très fédérateur et de très beau, très énergique, qui sort un peu de ce qu'on pourrait
voir dans le cinéma de McQueen, qui est un cinéma très froid et très sérieux. Là, j'ai trouvé que cette série-là, c'était vraiment un travail qui était vraiment assez superbe et je pense que ça vaut vraiment le coup d'être vu. Cette série-là a eu un certain succès en Angleterre et aux États-Unis, mais en France, elle est passée assez inaperçue. Et c'est dommage parce que pour moi, c'est vraiment le meilleur travail de McQueen et juste une super série, je pense, à découvrir. Voilà, je pense qu'on peut conclure cet épisode en intervalle. Merci beaucoup à tous les participants, Alexandre, Agathe et Simon. On se retrouve la prochaine fois avec un sujet qu'on décidera, on vous le dit pas tout de suite. En attendant, passez un bon moment et à la prochaine. À Merci. plus.